Alors, bonjour, on s'apprête à commencer. On va laisser simplement quelques instants pour que les participants se connectent. On est rendu à 21. Il y a aujourd'hui un peu plus d'une cinquantaine d'inscriptions. Alors, ça continue de monter. On va laisser encore une toute petite minute avant de commencer. Quand on atteint le chiffre du million d'auditeurs, c'est là qu'on commence. Hein? On va donner des prix rendus là, Maxime. Quand on a battu bye-bye en termes d'auditoire, Exactement. On commence le webinaire. Donc, je pense qu'on peut commencer sans plus attendre. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au webinaire STIC. Aujourd'hui, on est en compagnie de Proxima pour parler du processus de gestion de projet puis des outils de planification. Maxime, si tu veux bien changer la diapo. Merci. Alors, je me présente, Pierre-Laurent Boudria. Je suis conseiller manufacturier chez STIC. Pour ceux qui nous connaissent moins, STIC est une association multisectorielle d'entreprises manufacturières. On a principalement pour mission de favoriser le maillage entre les entreprises. Et puis, on a aussi de les accompagner dans leurs améliorations, dans l'amélioration de leur compétitivité. Aujourd'hui, je suis accompagné de Maxime Fournier, qui est propriétaire de la firme de gestion de projet Proxima. Maxime, qui a plus de 30 ans en gestion de projet et qui a déjà été aussi chargé de cours à l'ETS. Maxime est accompagné aujourd'hui de son client, Michel Cousineau, qui est directeur de l'ingénierie chez Hutchinson, qui est un important fabricant dans le domaine de l'aéronautique de produits en matériaux composites. Alors, pour aujourd'hui, pour le plan d'aujourd'hui, alors, Maxime va commencer par nous parler des bases en gestion de projet. On va parler aussi en parallèle du projet de Hutchinson qui va venir témoigner de quoi a l'air un processus de gestion de projet, c'est quoi la démarche pour implanter des bonnes pratiques en gestion de projet. On va parler de la construction d'un échéancier, des bénéfices de faire un échéancier détaillé en gestion de projet, puis aussi des outils. Maxime va nous parler des outils utilisés là, pour concevoir un échéancier. La présentation va se terminer à 12h45 et sera suivie d'une période de questions pour se terminer à 13h. Donc, Maxime, je te cède la parole. Je pense que tu veux nous parler tout de suite de quelques bases en gestion de projet. Merci énormément, Pierre-Laurent. D'abord, à STIC pour cette belle opportunité-là de vous présenter un beau succès que Hutchinson et Proxima vont accomplir ensemble. Merci beaucoup à Michel pour sa participation, sa collaboration. Et merci à toute l'auditoire d'être là, de prendre leur précieux temps pour écouter ce qu'on a à leur dire. Alors, quand on parle de gestion de projet, tout le monde connaît un peu ce fameux triangle temps-coût-qualité. Hein? Quand on fait un projet, en général, il y a 3 aspects qu'on essaie de contrôler. Si on fait un projet rapide et que les délais sont courts, bien, probablement que ce projet-là va devoir être moins de qualité ou coûter plus cher pour le faire plus vite. Les vecteurs bougent. Dans le cas du projet qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un projet qui était livré dans l'industrie aéronautique. Par conséquent, la qualité est gérée par les normes AS 9100. Il y a très, très peu de variabilité dans ce qu'on peut offrir ou ne pas offrir comme qualité. On passe à travers un processus d'évaluation manufacturière et d'assurance qualité qui est très, très strict, puisque ce sont des pièces qui volent. Qui plus est, comme c'est un projet qui est un projet à coût fixe et qu'Hutchinson avait déjà soumissionné à un montant X pour exécuter le travail, mais les conséquences, c'est que la seule variable sur laquelle on pouvait jouer et s'adapter, c'était la variable temps. Donc aujourd'hui, on va surtout parler de l'intervention de Proxima et du travail accompli avec Hutchinson.
dans la portion planification du projet. Donc, le vecteur délai ici. Michel, veux-tu nous expliquer un peu, question pour tout le monde de comprendre, c'était quoi le projet puis comment était-il complexe? Oui, ben peut-être juste, on a introduit rapidement Hutchinson, en gros, donc fabricant de pièces composites, milieu aéronautique, entre autres, transport aussi. Dans ce cas-là, ici, on parle d'un projet quand même d'une ampleur assez importante, habillage d'un cockpit de jet d'affaires, avec, ben, tu l'as mentionné, Maxime, des critères de qualité et de fini quand même importants. Si on se met en contexte un peu, moi, j'arrivais dans l'entreprise à ce moment-là. Donc, on était déjà contrat signé avec notre client et puis on devait négocier notre cédule. C'est un projet quand même consistant. Là, on parle d'une soixantaine de pièces livrables aux clients. On parle de 7 monuments pour ceux qui connaissent le milieu. Environ 300 pièces et plus achetées, fabriquées. On parle de plus de 300 outillages de mise en forme ou d'assemblage ou de découpe à concevoir, parce qu'on fait la conception de toutes ces pièces-là. Donc, à concevoir, à fabriquer, à mettre en production pour être capable de qualifier nos pièces et les vendre aux clients dans un délai attendu. Fait que vraiment, notre challenge était de pouvoir convaincre notre client sur la robustesse de notre cédule. On devait arriver avec ce cockpit-là sur un avion qui était défini dans le temps. Et puis, on devait convaincre le client qu'on pouvait y arriver ou on devait négocier la cédule avec lui pour dire ça n'arrivera pas parce que notre scénario nous montre qu'on n'y sera pas. On a besoin de temps ou on a un outil pour démontrer notre capacité à livrer. Ce qu'on voit là, Michel, c'est un glare shield en bon latin. Oui, c'est ça. Il s'agit en fait de l'espèce d'aile de goéland qui souligne le pare-brise de l'avion, en fait. Ben, c'est vraiment, on le voit un petit peu sur l'image là, que vous voyez, c'est le glare shield inversé parce qu'on voit sa structure. Oui, on le voit par en dessous. Exactement. Donc, si vous voyez sur l'image, là, on voit où sont les instruments. C'est la planche de bord, hein, en bon français, du cockpit où on voit les différents instruments, mais où plusieurs éléments se rattachent qui ben, comme dans le milieu aéronautique, plusieurs critères plusieurs requis de performance sont attendus. C'est important de le mentionner. C'est un projet sur lequel on dit qu'on est en design to spec. Donc, on a des spécifications de performance. On doit développer le produit, en plus de développer nos outillages pour être capable de faire la mise en œuvre et vendre nos pièces aux clients. Donc, ça illustre bien la complexité. Merci. Puis Michel, si on parle en matière de gestion de projet, c'était quoi votre situation en début de projet? Pourquoi vous avez ressenti le besoin de faire appel à une firme spécialisée en gestion de projet pour vous accompagner? Ben, je reviens peut-être sur ma mise en situation. Moi, j'arrivais dans l'entreprise, fait que moi-même, pour moi, j'avais un besoin de comprendre un peu le processus, disons, de développement de projet, développement de produits, mise en production. Mais on avait aussi quand même un projet, on l'a mentionné, complexe. La cédule du client était très, très, très contraignante et très importante à respecter. On avait un travail à faire pour convaincre le client de la robustesse de notre outil qui permettrait de bien voir notre chemin critique. Dans le fond, c'est vraiment la démonstration du chemin critique. Et puis, bon, moi, j'avais cette expérience-là passée d'un autre milieu de travail où je voyais assez rapidement que c'était l'outil qu'on devait mettre en place pour faire la démonstration au client. Qui a très bien été accepté d'ailleurs, que le client était enchanté de la démarche. Et Maxime, comment vous avez amorcé votre mandat? Qu'est-ce que vous avez constaté chez Hutchinson? Bien, en fait, ce que vous voyez à l'écran, c'est un peu la structure qu'on avait en place. On avait d'excellents processus. Hutchinson est une compagnie mature, une société française qui avait dans le passé produit plusieurs projets avant notre arrivée. Donc, on n'allait pas là pour leur montrer comment faire des plastiques, au contraire. Ceci dit, leur processus était très clair.
mais chaque groupe avait ses objectifs, chaque groupe avait ses tâches et ses responsabilités. Conséquemment, il n'y avait pas nécessairement d'union entre comment l'ingénierie concevait pour livrer aux approvisionnements une spécification pour un moule ou un gabarit de découpe ou une pièce métallique et comment ça allait être transféré en fabrication. Il y avait un peu, puis c'est pas péjoratif, là, mais il y avait des silos qui étaient créés, puis les gens savaient le travail qu'ils avaient à accomplir, mais on ne faisait pas toujours la corrélation entre quelle est l'importance de ma spec ingénierie sur la livraison de la pièce à la toute fin. Alors, la première étape qu'on a franchie, c'est qu'on s'est assis avec les gens d'Hutchinson puis on a découpé le projet. Un éléphant, ça se mange, mais ça se mange une bouchée à la fois. Alors, c'est ça qu'on a fait. On a pris l'éléphant, on l'a coupé en petits morceaux, on a découpé des livrables et on a créé un bon WBS, Work Breakdown Structure. C'est un terme très technique de gestion de projet. Mais ça, ce que ça nous a permis, c'est de diviser l'éléphant en disant, bon, ça, c'est la trompe, ça, c'est les pattes, ça, c'est le corps, ça, c'est les oreilles. Et par conséquent, ajuster les expectatives du client final. Voilà, pour une pièce, on a défini la séquence des travaux. Vous voyez mon petit bonhomme en bas avec une loupe, là. Et là, lui, ce petit bonhomme-là, qui m'illustre un peu, s'est assuré de voir chacune des étapes qu'une pièce devait franchir. Ensuite, on a identifié tous les prérequis pour une pièce en termes de prédécesseurs et de successeurs. Et on a évalué le temps précis que chacune des pièces avait besoin pour chacune des tâches. Donc, combien de temps il faut pour la dessiner, combien de temps il faut pour l'acheter, combien de temps il faut pour mon fournisseur de moule, de me livrer un moule, combien de temps il faut pour mettre la finition dessus, pour la mesurer au bras faro, par exemple, puis m'assurer de palper la pièce, qu'elle soit aux dimensions exigées par le client final. Et là, avec ces évaluations-là, on a aussi identifié les ressources. Puis ça, vous allez voir là, dans la suite de notre webinaire comment ça, c'est essentiel aux résultats pertinents, puisque c'est à partir de l'évaluation de ces ressources-là. Et ressources, ce n'est pas seulement individus. On parle aussi des ressources matières, mais on parle aussi des ressources équipements. En ce moment, le marché est saturé en emploi. C'est difficile d'avoir des ressources humaines. Et quand on a fait ce projet-là, des machines CNC, on n'avait pas à l'infini. Alors, ça aussi, c'était une limitation qu'on avait. Et là, on a programmé cette séquence-là dans l'outil Primavera, dont on va vous parler un peu plus aujourd'hui. Et on a multiplié toutes les pièces une après l'autre. Donc, on a dit cette pièce-là, c'est une pièce simple, les durées sont courtes. Cette pièce-là, c'est une durée complexe. C'est une pièce complexe, donc les durées sont longues. On a mis toutes les pièces dans l'outil. Là, on a réalisé qu'il y avait des ingénieurs qui avaient trop de pièces à concevoir. On a réalisé qu'il y avait des équipements qui étaient surchargés. On découpait des pièces sur une CNC 5 axes, quand en vérité, on n'avait pas de disponibilité de la 5 axes. Alors, on s'est mis à jouer avec ça, puis on a présenté aux équipes les charges de travail qu'ils avaient. On leur a demandé s'ils étaient capables de réaliser les objectifs qu'on leur donnait. Puis on a partagé le calendrier avec l'équipe. Et là, a commencé le cycle de mise à jour. Et là, à tous les jours presque, on revenait au quotidien avec une mise à jour de l'échéancier. Et là, enfin, on avait un outil complet qui nous permettait de voir le projet dans son ensemble. Donc, vous avez été capable d'éclater le projet en détail. Et donc, Michel, j'aimerais savoir en quoi est-ce que cette approche-là a été favorable pour le projet. Comment est-ce que l'approche a aidé la gestion du projet? C'est quoi les résultats?
Ben, je pense que l'élément, plusieurs réponses à la question. L'élément important, évidemment, bon, c'est vis-à-vis de notre client, la démonstration du chemin critique et des embûches qu'on était pour avoir ou même de nos capacités humaines ou machines à pouvoir exécuter le plan. Le client l'a compris, l'a accepté. Ça l'a aidé beaucoup l'équipe de projet disons, à avoir un gain disons, de responsabilité vis-à-vis du client, puis d'avoir une certaine compréhension que le plan était réalisable. Ça l'aidait aussi les équipes dans le quotidien parce qu'on quand même, on prenait, Maxime l'a mentionné, à chaque jour, on revoyait nos avancements en équipe multifonctionnelle. Et puis, sur ces avancements-là, une fois par semaine ou dépendamment de la situation du projet, on refaisait nos mises à jour pour comprendre notre chemin critique, comment il évoluait, parce que le chemin critique évolue en fonction des embûches qu'on trouve, mais aussi des difficultés qu'on peut avoir à exécuter ou à comprendre des requis ou à faire un design. Donc, on était capable d'ajuster le plan en temps réel. Fait que les gens avaient une bonne compréhension macro, si on veut, d'un projet complexe, puis on sentait qu'on avait une direction et qu'on avait un plan pour atteindre notre objectif, puis on voyait bien nos embûches. Là. Donc, l'échéancier produit était réaliste, puis il a servi autant pour le client que pour vous autres en interne, c'est ça? Pour les deux, définitivement, c'est un échéancier qui était partagé. Il était réaliste, évidemment, c'est toujours un challenge, faire un échéancier. Il y a une certaine part d'incertitude dans un échéancier. Il y a des buts qu'on doit se fixer pour atteindre des dates espérées. Par contre, je reviens sur le point qui est échangé avec le client. On était aussi capable de faire la démonstration au client que les premières dates attendues n'étaient peut-être pas raisonnables en fonction disons, des embûches qu'on voyait, puis aussi de notre niveau de maturité en design ou autre. Fait qu'on était capable le client était capable d'accepter et de construire son plan avec nous. Hein. Je pense qu'ultimement, c'est un aspect important. C'est quand cet outil-là existe, ce n'est pas one-way comme discussion. Tu peux travailler ensemble à régler tes embûches qui peuvent être des deux côtés, mais tu peux aussi travailler des scénarios du côté du client pour favoriser une implantation qui sera sans impact sur une ligne de production. Maxime, tu étais accompagné à Hutchinson tout au long du projet. C'était quoi? As-tu quelque chose à rajouter par rapport à ce que Michel a dit? C'est quoi ta perception? En fait, je pense qu'il faut souligner un peu ce que dit Michel, c'est-à-dire qu'à partir de ce jour-là, les équipes d'ingénierie avaient des listes de tâches et étaient sûres de travailler sur la bonne chose. Quand un ingénieur se lève le matin et qu'il se demande sur quoi il doit travailler, généralement, il va évaluer en se disant laquelle est la pièce la plus compliquée ou laquelle est la plus grosse ou laquelle est la plus urgente à installer dans l'avion. Mais la vérité, ce n'est pas toujours ça. Et parfois, c'est la chaîne d'événements qui partent de la conception vers l'achat, vers la commande d'une composante, l'assemblage de ces composantes-là. Puis cette composante-là, elle est requise très, très tard dans le processus, mais elle est livrée en premier, donc ce n'est pas elle qui est importante de travailler. Nos ingénieurs, les ingénieurs que Michel soutenait, avaient l'assurance le matin qu'ils travaillaient sur la bonne affaire. Aussi, je pense que ça donnait, oui, confiance au client, mais ça lui donnait aussi un engin de simulation. Voyez-vous, je le souligne au point 4 ici. On était capable, devant le client, devant tous ceux qui collaboraient au projet, que ce soit le management de Hutchinson ou du client final, ou même Michel, de dire, écoute, si tu vas dans cette direction-là, tu vas subir une surcharge sur tel équipement ou telle ressource ne sera pas occupée. L'illustration que vous avez sous les yeux, on a voulu garder ça simple aujourd'hui, parce que c'est un webinaire, mais c'est deux composantes majeures, puis il y en a une qui était attendue le 24 juin, si ma mémoire est bonne. Il n'y a pas d'invention là. C'est des vrais éléments sortis du vrai Primavera qui a servi à gérer le projet en 2015. Et cette pièce-là était requise le 24 juin et on voyait très bien que l'utilisation de la
CNC, de la machine CNC5, était en surcharge pendant 6 semaines. Conséquemment, on expliquait au client ultime, oui, on comprend que tu cherches à l'avoir le 24 de juin, mais on n'est pas en mesure de te le donner, on va te le donner le 24 juillet. Puis ce client-là nous a dit de façon très limpide, je préfère que vous me disiez le 24 juillet puis que vous le fassiez, que de me dire le 24 de juin, puis qu'à partir du, je ne sais pas moi, 15 de juin, vous commencez à me dire, hein, va être en retard, va être en retard, va être en retard. Puis là, toute mon équipe est à pied d'œuvre à attendre la pièce, mais on a un mois de retard. Alors, le client a beaucoup, beaucoup apprécié cette vision commune et intégrée-là, qui était basée sur un modèle mathématique solide, intelligent, structuré et démontrable. Oui, vas-y, Michel. Ben, j'allais dire, c'est un aspect important. On le voit ici, là. Ça a l'air d'un histogramme, là, mais quand même, c'est fondamental. Ça amène une discussion en interne, évidemment, parce qu'ici, on se challenge sur une machine qui est disponible 40 heures semaine, alors que je n'aurais potentiellement besoin de 50 heures semaine. C'est un outil, je pense que vous le comprenez, quand même puissant pour démontrer à notre client que écoute, je n'ai pas cette capacité-là. Notre but, c'est d'essayer d'aller placer le plus d'activités sous la courbe. Évidemment, on aurait souhaité au mois de mai faire plus de travaux sur la machine, d'où l'idée de devancer. Je reviens sur le point de Maxime, c'est contre-intuitif, mais on peut peut-être devancer des travaux qui seraient peut-être arrivés au mois d'août, par exemple, au mois de mai, question de libérer de la capacité en juin ou en juillet sur des équipements. Là, on parle d'un équipement, mais ça peut être des ressources humaines aussi. Le client nous disait qu'on n'avait pas suffisamment de gens pour faire les analyses de stress. Bon, on était capable de lui démontrer que c'était absolument pas une contrainte pour nous. Là. On ne voyait pas cette embûche-là. Donc, c'est un outil très, très, très parlant et très convaincant, autant devant un client que pour nous, pour orienter nos besoins ressources. Fait que là, ce que je comprends, là, c'est qu'on est capable de voir la planification avec une granularité assez fine pour toutes les ressources, puis qu'on voit les interdépendances entre les tâches, les impacts de tout quand on accomplit, puis on le met à jour périodiquement. J'imagine que ça prend une bonne coordination, une bonne communication. Est-ce que tout le monde a accès à Primavera pour faire ça ou vous fonctionnez différemment? C'est là, je pense que, bon, moi, c'est mon expérience à moi. Deux facteurs, là, deux réponses simples. Première des choses, je pense que c'est fondamental. L'outil, on a choisi Primavera parce que c'est l'outil performant pour faire ce travail-là. C'est quand même un outil spécialisé. Ça prend quelqu'un qui connaît bien l'outil. Ce n'est pas n'importe qui peut utiliser l'outil. Il y a plein de gens qui peuvent utiliser Microsoft Project, mais il n'y a personne qui est vraiment très bon là-dedans. Là. Donc, pour moi, ça, c'est une variable fondamentale qu'on doit avoir la bonne personne avec le bon outil pour faire le travail. L'autre élément fondamental, c'est pour faire accepter la méthode, on ne demande pas à nos experts design, à nos experts de stress, nos experts de matériaux procédés, d'entrer de l'information dans Primavera. On a vraiment quelqu'un qui fait le travail. Ce qu'on leur demande, c'est de nous définir le PERT logique d'une façon la plus robuste possible. Et puis, au travers de notre meeting journalier, donc on voit un peu une illustration d'un rock meeting, dans le fond, un meeting journalier, autant au niveau design qu'au niveau de la mise en œuvre des pièces que du démarrage des outillages ou de la production. On faisait nos mises à jour sur le plan qui avait été établi, qui était établi du Primavera. Fait que littéralement, on voit des post-it. C'était littéralement des petits post-it pour dire ce travail-là en termes de design, dans ma case de purge, je dois compléter mon design, je dois compléter une analyse stress, je dois compléter une gestion de requis. Est-ce qu'on est rendu où on doit être? Si on ne l'est pas, c'est quoi le retard qu'on a? À chaque semaine, le planner revenait sur ces updates-là qui se font en temps réel dans notre meeting quotidien pour, évidemment, repopuler Primavera, puis là, rouler nos scénarios, revoir notre chemin critique. Fait que vraiment, c'est un travail. Donc, il y avait un seul planeur qui travaillait dans l'application. Ce n'est pas rébarbatif pour les ingénieurs de projet ou pour les designers. Mais par contre, l'information qui ressort, on peut rejouer nos scénarios de loading et de chemin critique.
Puis comment ça a été vécu, ça, dans le quotidien concrètement? Maxime, comment tu as introduit ça? Bien, en fait, c'est relativement facile. C'est-à-dire que, étant donné qu'on a streamé, excusez mon anglicisme, et qu'on a bien découpé le processus, après ça, chacun de ces des changements de ressources ou de responsabilités sont identifiés avec des dates. Donc, par exemple, ici, dans l'écran que vous voyez, l'ingénierie a un document à produire pour que le moule et la découpe soient commandés et organisés, pour que par la suite, on fasse la finition, l'assurance qualité, puis livrer une composante. Là, c'est une illustration simple. Le Kanban qu'on avait mis dans un gigantesque corridor chez Hutchinson permettait aux équipes de connaître les dates exactes de chacune des activités. Et l'acheteur, par exemple, qui avait besoin de commander des composantes, pouvait facilement se référer à ces post-it-là, puis mettre à jour aussi. En prenant le post-it puis en le déplaçant, il faisait une mise à jour. À ce moment-là, le planificateur constate le déplacement du post-it et remonte à Primavera. Les flèches auraient pu être dessinées dans les deux sens ici, parce qu'en vérité, c'est ça. Aussitôt qu'un post-it est déplacé, la mise à jour est faite dans l'outil. Okay. Les équipes avaient donc pas besoin de connaître quoi que ce soit à la planification. Ils faisaient juste venir, interfacer au Rock Meeting et collaborer à la mise à jour de l'échéancier, parfois même sans s'en rendre compte. Donc, j'imagine pour le Rock Meeting, la rencontre journalière, il devait y avoir quelqu'un qui animait ça, un facilitateur? Oui, absolument. Il y avait effectivement un facilitateur qui est un chargé de projet, disons, senior, ça dépend des phases de projet, on s'entend, là, à partir évidemment du début du design de composantes et outillage beaucoup plus ingénierie. Par la suite, bouger vers méthode et éventuellement vers la production. Mais oui, donc journalièrement, puis de la même façon, une fois le plan établi, évidemment, vers le client, on ramenait un peu nos états. Hein, puis littéralement, on avait un KPI qui montrait un peu l'évolution de nos différents livrables et on montrait nos retards là, d'une façon implicite pour être capable de faire des discussions soit de négociation, soit de montrer que, ben, écoute, on a un plan pour y arriver, on dépriorise certains livrables, on en priorise d'autres pour arriver à coter in sur les dates annoncées. OK. Là, on y va tâche à tâche avec ce tableau-là. Pour communiquer l'échéancier général, Maxime, comment est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a d'autres fonctions dans l'entreprise aussi que juste l'ingénierie. Là, je vois que les achats, comment ça se passe, ça? Ben, en fait, c'est un peu le secret de la sauce. Hein? Le secret est dans la sauce. La planification, ce n'est pas qu'un outil mathématique géré par un gourou quelque part en haut dans une tour de cristal. Il faut ramener ça sur le plancher des vaches. Un bon exemple, c'est qu'on a construit un document de gestion de l'approvisionnement. Et bien que ce soit des formulations très, très techniques, la date, la marge de l'activité, la marge totale de l'activité lorsqu'elle est consommée provoque un... Les gens n'ont pas d'intérêt pour ça. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on donnait, puis encore là, c'est un exemple pris directement sur le projet. Il n'y a pas de... j'ai pas... comment dire, je n'ai pas changé ce document-là pour vous le montrer aujourd'hui. C'est intégralement ce qui était livré aux équipes. Alors, si je prends par exemple ici le Crash Pad Panel Left End, on disait que le moule devait être livré selon nos plans le 1er juin, mais le No Later Than était le 21 mai. Donc, on disait aux équipes, puis vous le voyez, il est en rouge, il est facilement détectable. Ce qui est en noir n'est pas critique. Donc, on voit qu'il y a seulement
une demi-douzaine d'éléments à être contrôlés aujourd'hui. Donc, le 21 mai, il fallait livrer le moule pour le crash pad. Alors, l'acheteur ou le responsable de l'approvisionnement ou le fournisseur de ce moule-là savait que son moule était expiré plus tôt que la date promise. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on peut tout de suite travailler sur de l'overtime. On peut essayer d'avoir une livraison expéditive par avion, par exemple, s'il est fabriqué à l'extérieur du pays. On peut offrir plus d'argent à notre fournisseur pour dire si tu respectes la date, je vais payer un extra, etc., etc., de telle sorte qu'on respecte le délai de fabrication. Et si par malheur, il arrivait que le 1er juin, on ne peut pas l'améliorer, bien, dans le reste de la chaîne de production, il y a d'autres documents comme celui-là qui permettent, par exemple, à la production, de l'assurance qualité ou les gens de livraison ou ailleurs dans le processus de dire, bien, nous, on est capable d'améliorer le processus, d'accélérer nos activités, puis toujours respecter la date de livraison du client. Donc ça, c'est vraiment, à mon avis, un des éléments qui est le nerf de la guerre. Construire un bon planning, le charger en ressources, mais par après, tout le ball game, c'est la communication avec l'équipe dans des outils qui comprennent et qui sont visuels pour eux. Michel, comment ça s'est déployé ça au travers des équipes? Maxime, si tu veux revenir à la slide. Oh, pardon. Comment ça s'est déployé au travers des équipes, ça? Parce que là, vous avez commencé par l'ingénierie, mais là, je vois que les achats sont impliqués. Comment vous avez fait votre coordination au travers de l'entreprise à partir de ça? C'est mentionné, Maxime le mentionne, là, littéralement, l'outil Primavera, c'est un outil que le planeur utilisait et puis qu'on utilisait pour faire des scénarios, mais très peu de personnes voyaient vraiment l'outil. Il n'y a personne chez nous qui a vraiment populé la cédule de Primavera. On consommait les données, on jouait avec des scénarios pour être capable de se faire un chemin ou d'essayer d'optimiser nos cédules. Je pense que les gens, c'est ce qu'ils ont apprécié. Puis bon, on monte ici, par exemple, le fichier d'achat d'outillage. Maxime parlait de payer plus cher, mais avant de faire ça, ce qu'on disait aux acheteurs, c'est prioriser vos outillages. Parle à ton fournisseur. S'il est en avance, s'il y a trop de temps, trop en avance sur un outillage, dis-lui d'arrêter de fabriquer celui-là, fabrique-en un autre qui est plus notre chemin critique. Puis le chemin critique, c'est important de le comprendre. Là. On joue avec des scénarios, fait qu'on pouvait changer nos scénarios dans le temps. Hein. On pouvait arriver à dire, oups, là, on a une embûche technique importante, on n'arrivera pas à résoudre une gestion de requis. On doit mettre nos priorités sur un autre. Donc, les achats devaient être automatiquement informés de dire, oups, attention, là, il y a peut-être critique la semaine dernière, cet outil-là. Il ne l'est plus parce qu'on a mis nos billes dans une autre priorité, puis on doit travailler sur celui-là le temps qu'on gère nos embûches techniques. Fait que c'est vraiment, je reviens sur le point, ça peut faire peur au monde, un outil de planification de projet. Le Primavera, c'est un outil consistant, on s'entend. Là. On ne demandait pas à nos gens de l'utiliser. Les gens ne le voyaient pas. Ce qu'ils voyaient beaucoup, c'est le bar graphe que vous voyez là pour voir les enjeux de ressources. Mais après, on voyait notre meeting quotidien où on avait des dates escomptées. Le planner venait quand on avait des nouvelles tâches à ajouter dans notre planning. Le post-it arrivait avec des dates estimées qui sortaient de la cédule, puis voici les dates que vous devez atteindre. Puis les gens travaillaient à les atteindre. Si on avait des embûches, on le notait, puis on pouvait rouler les scénarios par la suite. Okay. Fait que c'est l'outil, je pense, rapidement, les gens, l'outil, rapidement, ils ont compris qu'il n'y avait pas à le populer. Fait que c'est déjà une bonne nouvelle pour la plupart des gens. Mais la deuxième chose importante, je pense, c'est qu'ils voyaient le chemin critique. Ils voyaient aussi la façon qu'on était capable de se convaincre en interne d'un bon scénario, puis surtout de convaincre notre client. Ça facilitait énormément les discussions. Là. Si moi, je peux me permettre d'ajouter. Oui, j'ai une question, Maxime, du chat, parce que ici, là, je comprends qu'il roule des scénarios. Vous faites ça avec Primavera. Fait que, finalement, la question là, qui est arrivée, là, c'est pourquoi Primavera, pourquoi pas Microsoft Project ou un autre? Ça, je pense que, Maxime, si tu permets, je vais répondre parce que je pense que tu es biaisé, Maxime. Là. Non, je ne suis pas biaisé du tout, mais je pense que la réponse venant de toi va être
beaucoup plus crédible que si elle vient de moi. Ben, première des choses, je l'ai dit tout à l'heure, la première chose hyper importante, des planeux, comme j'appelle, tout le monde peut planer dans Microsoft Project, mais franchement, il n'y a personne qui est bon planeur, qui connaît bien l'outil. Microsoft Project, ce n'est pas une base de données. Hein, c'est important de le comprendre. Là. Ici, on parlait de 300, environ 300 pièces à fabriquer ou à acheter. Je pouvais avoir littéralement 300 petites cédules, en plus de tout le reste du travail que j'ai à faire. Fait que on peut facilement loader les différents projets sur lesquels on veut travailler. On peut faire du forecasting aussi, c'est une autre discussion, mais ce n'est peut-être pas le but de la rencontre. Mais on peut facilement loader les différents projets sur lesquels on travaille. Puis là, on peut bâtir nos scénarios. Là, on peut dire, bon, supposons que je mette ce projet-là en priorité, je suis limité à une capacité de 40 heures de machinage ou je suis limité à deux modeleurs ou je suis limité à un bras faro pour faire de la métrologie avec 2 métrologues. Là, on peut comprendre un peu comment nos livrables sont impactés. On voit littéralement les dates bouger dans le temps en fonction des scénarios qu'on fait. Puis ces scénarios-là, puis là, ben, ça prend un petit peu de feeling, si on veut aussi, mais on se met nos marges qu'on doit se mettre. Mais c'est ces scénarios-là qu'on présente en interne pour se convaincre que notre chemin critique tient la route, puis notre scénario tient la route, mais aussi aux clients jusqu'à un certain point. Puis le client, quand il voit l'approche, quand il voit, par exemple, le resource loading, par exemple, d'un métrologue, ben c'est pas étranger. Puis là, je suis convaincu que les gens qui sont sur l'appel ont aussi les mêmes contraintes. Il y a des métiers qui sont difficiles à staffer. Puis d'avoir 8 métrologues pendant 4 semaines, c'est impossible. On doit s'accommoder de 2 métrologues, puis on doit faire le travail sur 5-6 semaines peut-être, mais on doit trouver quelles pièces on doit prioriser pour être capable d'arriver à nos dates quand même. Fait que c'est vraiment l'outil de simulation est important en nivelant les ressources. Puis je reviens sur le point, pas seulement ressources humaines, mais ressources matérielles aussi. On n'avait pas le luxe d'avoir 3 machines CNC 5 actes disponibles pour faire le projet, par exemple. Chez Proxima, on a 20 ans d'expérience avec les différents outils de planification. Puis MS Project a sa place sur beaucoup, beaucoup de projets. C'est un outil qui est très versatile et très facile à comprendre. Mais dans l'envergure et la complexité qu'on avait, 300 pièces qui franchissent chacune 10, 12, 15 étapes, puis qu'on multiplie par 5, 6 scénarios, avec chacune 3-4 ressources par tâche, vous voyez tout de suite le niveau de complexité. La robustesse de MS Project n'est pas là. C'est simple de comprendre que quand on arrive dans l'ordre de 15, 20, 25 000 tâches, MS Project craque. Et c'est correct, c'est pas péjoratif. MS Project a sa place, mais dans un contexte comme celui d'envergure qu'on avait là, puis de complexité, puis dans un objectif de nivellement des ressources, MS Project fait juste simplement pas le boulot. Bien, là, il nous reste peut-être 5 minutes à la présentation, là, mais je pense que la prochaine slide là, nous parle des critères de succès pour réussir une implantation. J'aimerais ça entendre parler des résultats de ce qui a été accompli, puis quels ont été les facteurs de succès. Ben, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, mais je crois que la chose importante, c'est que les gens comprennent, puis on revient peut-être au démarrage du projet où on a fait le PERT, on a rassemblé nos experts, hein, puis on leur a demandé de bien faire le PERT, là, comment on doit faire nos activités avec quelles ressources. Pour exécuter une tâche qu'on va multiplier des centaines de fois et des milliers de fois. Ça, je pense que c'est un aspect important. Les gens ont compris que, bon, OK, c'est structuré. Ça vient de moi. L'input est là. Je pense qu'ils ont vu le résultat. Ils ont vu la capacité de pouvoir faire des simulations puis de comprendre comment on était pour être loadé, puis comment on devait prioriser notre chemin critique, encore une fois. Je pense qu'ils ont surtout vu aussi l'impact sur le client. Le client, quand il a vu la démarche, puis qu'il a vu la démonstration, écoute, c'est instantané, puis pas seulement ce client-là, d'autres clients à qui on a fait la démonstration, c'est la même réaction. C'est comme, pouf, OK,
c'est incontestable, c'est sérieux comme démarche. Maintenant, il faut le réaliser. Hein? Il y a quand même des embûches à faire, mais ce que tu réussis à créer à ce moment-là, c'est une synergie. Tout le monde adhère au plan, dans le fond, autant le client que les gens en interne. Puis, on sait qu'on n'est pas dans le noir, on est capable de simuler un chemin critique pour comprendre où on va finir. Là. OK. Cet aspect-là que Michel souligne, l'adhérence au plan, c'est toute la qualité que Hutchinson a eue dans cet exercice-là. C'est sa principale force. C'est-à-dire qu'il n'a pas été question de « Ah, on n'est pas sûr, on voudrait essayer d'autres choses, on pense que nous autres, on sait, on pense que… » Non, non, on s'est fait un plan mathématique, on l'a assez mâché pour être capable de l'utiliser. Puis l'ensemble de l'organisation et le client aussi, il faut le souligner, ont adhéré à ce plan-là, puis ont dit « OK, on le suit, on l'utilise, on le fait marcher. » Ça fait toute la différence. Parfait. Donc, là, je vois que vous avez listé quelques critères de succès. Voulez-vous nous en parler directement là, du pourquoi de chacun? Bien, la pleine implication des équipes de design, c'est si ce processus-là est venu au monde, c'est parce qu'ils se sont impliqués et qu'ils nous ont soutenus. C'est eux qui maîtrisent les processus. Définition claire des requis. En ce moment, aux États-Unis, 80% des projets informatiques qui ont cours vont être jamais livrés, ne verront jamais le jour à cause de de la mauvaise définition des requis. C'est essentiel que le client comprenne que ces requis doivent être bien définis et que nous, on doit les prendre en compte. Comme je vous disais, le client voulait la pièce le 24 de juin, on y disait le 24 juillet. Croyez-le ou pas, notre client a ouvert ses livres pour nous montrer sa séquence de production pour qu'on puisse s'adapter puis que le 24 juillet soit respecté. Donc, ces requis n'étaient plus des requis fortuits de dire oh, « je veux toutes les pièces tout de suite » pour les laisser sur des tablettes niaisées. Le client s'est impliqué lui aussi dans la définition claire des requis. Un échéancier clair et suffisamment précis, ça a créé de l'impatience au début. Il y a des gens qui disaient « c'est bien long, c'est donc bien compliqué à mettre en place ». Mais après une semaine à travailler sur la cédule, on n'était pas prêt à donner des résultats complets, mais au bout de 2 semaines, 3 semaines, là, on avait quelque chose de fort et de solide. Alors, un peu de patience. Puis ça, ben, c'est la gouvernance qui nous l'a permis. C'est le upper management de Hutchinson et du client qui ont dit « laissez-les travailler, ils s'en viennent avec quelque chose, on a confiance ». Ça a beaucoup aidé. Puis la gestion des risques, ben, c'est des gars brillants comme Michel Cousineau qui est ici, qui disent « oh, je pense que mec, on vire le cuir sur le coin ici, là, il y a des complexités qu'on n'a pas vu venir. Je pense que tel fabricant de moules est en train de craquer. Il ne pourra pas nous fournir bientôt. » Des gens aux achats qui ont compris l'importance du jeu du fournisseur dans l'exercice. Il y a beaucoup d'éléments qui ont découlé d'un bon planning, qui ont permis de mettre tout le monde à l'action, puis de mettre tout le monde à l'action sur la bonne chose. Donc là, notre temps est écoulé. Il est rendu moins quart. On va tomber dans la période de questions. Je vais inviter le public là, à formuler ses questions. Dans le bas de l'écran, il y a un bouton Q et R, ou en anglais Q&A, que vous pouvez utiliser pour nous transmettre vos questions. Je vais attendre quelques instants là, que les questions rentrent pour vous les poser. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, pour Michel, l'introduction d'un nouveau processus de gestion de projet puis de ses outils a demandé à l'équipe de s'adapter. Comment s'est vécu le changement parmi les membres de l'équipe? C'est certain que c'est une gestion de changement à faire.
Par contre, je l'ai mentionné, hein, dans l'approche, on voulait s'assurer que les gens ne sentaient pas que c'est un élément supplémentaire à maintenir parce qu'une cédule, ça peut être rébarbatif pour plein de gens, moi le premier. Mais donc, on a démontré la méthode qu'on voulait utiliser. On a évidemment pris l'input des gens. Fait que je pense que les gens ont vu que c'était réellement un outil pour eux. Ce n'était pas une tâche supplémentaire. C'est un outil qui permettait de trouver notre chemin puis de travailler sur les bonnes priorités. Puis encore une fois, être capable de gagner de la crédibilité auprès du client puis de pouvoir travailler dans un projet plus harmonieux, disons. Je dirais, Michel, que ce que tu as réussi à faire, c'est de démontrer à tes équipes qu'on n'était pas dans un mode punishment. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais beaucoup dans ma carrière, quand je demandais aux ingénieurs, aux acheteurs, aux fournisseurs, aux gens de production de collaborer à l'échéancier, on avait l'impression que ces gens-là croyaient qu'ils découpaient le bat de baseball avec lequel on allait les frapper par la suite. Plutôt que de contribuer à un succès, il y avait l'impression qu'ils créaient des outils pour se faire cogner sur la tête puis se faire dire « t'es en retard, t'es en retard, t'es en retard ». Michel a réussi à adresser ça avec ses équipes puis à leur faire voir que l'outil était suffisamment précis, suffisamment logique, suffisamment structuré, puis accompagné par des professionnels. Je m'envoie des fleurs ici, là. Mais le point est bon, hein? On le voyait un petit peu dans l'outil, entre autres, qu'on donnait au procurement, mais on avait la même chose au niveau design. On montrait nos dates réelles, hein? On montrait nos dates, voici le target, mais on a de la marge. Dans certains cas, on avait de la marge, dans d'autres cas, on n'avait pas de marge. Fait que les gens étaient capables de comprendre, ouf, on a de la marge sur lui, on a d'autres embûches présentement, on va le mettre un petit peu de côté. Notre priorité, c'est celui-là parce qu'on n'a pas de marge, on doit battre le chemin critique. Cette pièce-là est sur le chemin critique dans le scénario qu'on a roulé. Puis là, on arrivait à des situations, oups, il faut rouler un autre scénario. Il faut peut-être ouvrir plus d'heures en métrologie ou plus d'heures sur une machine CNC ou développer un autre fournisseur pour être capable d'aller avoir des outils plus rapidement. Mais les gens voyaient qu'avec la bonne information, on prenait les bonnes décisions finalement. On n'a jamais entendu « t'es qui, toi, pour venir me dire quoi faire ». On le vit, hein? Les planificateurs, peut-être qu'il y en a qui sont dans l'auditoire en ce moment. On vit ça régulièrement. Coudon, toi, tu vas-tu me dire sur quoi travailler un matin? Bien, dans le cas de l'équipe d'Hutchinson, on n'entendait pas ça parce que les gens avaient de la part du management la conviction que cet outil-là allait fonctionner. Puis la boule a fait en sorte qu'il a fonctionné l'outil. OK. J'ai une question ici qui demande à Michel si c'était la première fois chez Hutchinson que vous utilisiez Primavera. Oui, puis il y a belle présentation aussi, merci. Mais peut-être, on l'a mentionné rapidement, j'arrivais dans l'entreprise, moi, quand le contrat était signé, puis qu'on était en démarrage de projet, dans cette discussion de cédule-là au client. Bon, j'avais une expérience passée, effectivement, de Primavera dans une autre entreprise. Je connaissais bien le logiciel et l'application et surtout la capacité de l'outil. Puis je faisais une pierre deux coups, à vrai dire. Là. Dans un premier temps, je me donnais la chance à moi de comprendre mon processus dans ma nouvelle job, puis de bien la définir, puis de parler à mes experts, puis être capable de bien comprendre le PERT, mais aussi être capable de bien comprendre en termes de ressources si on était bien équipé dans le projet pour être capable de le mener à terme, puis surtout être capable que les équipes adhèrent à ce plan-là, à cette vision-là, puis que notre client aussi nous dise « OK, d'accord, le plan il est très crédible, l'outil est bon, puis on peut y aller. » Donc, j'avais déjà ce background-là dans un passé récent. Oui, on avait dans un passé conjoint géré des issues, pour ne pas le dire, sur des portes de métro, hein, Michel? Puis, ceux qui connaissent le monde industriel savent comment une porte sur un véhicule comme celui-là, c'est complexe, c'est difficile. Fait qu'on avait beaucoup essayé de convaincre une organisation qui était plus
difficile à convaincre que l'outil allait donner des bons résultats. Puis on a sauvé beaucoup de meubles, mais on n'a pas eu autant de succès qu'on a eu là sur le projet qu'on vient de faire. Oui, Michel, avec les succès que vous avez obtenus avec l'utilisation de l'outil, avec la production d'échéanciers, est-ce que c'est une méthode que vous avez continué à utiliser? Oui, oui. Puis là, je reprends peut-être le point de Maxime. C'est un outil, évidemment, qui est complexe, qu'il faut maintenir, qu'on a maintenant en interne, là, puis c'est un outil qu'on continue d'utiliser, qu'on a développé un planner temps partiel, si on veut. On l'utilise dans les projets complexes. Principalement, les projets plus simples où on a 1, 2, 3, 4 pièces à développer, on n'a pas nécessairement on ne va pas autant dans ce détail-là, si on veut. Par contre, moi, je l'utilise aussi pour faire ma projection de ressources dans l'équipe d'ingénierie. Fait que sur la base des projets courants, mais aussi sur la base des forecasts de projets, si on veut. Fait que je reviens sur les scénarios. On se roule des scénarios où on s'estime des projets qu'on a soumissionnés puis qu'on peut avoir, puis on fait des forecasts de ressources pour comprendre, encore une fois, comment on peut niveler nos projets en fonction des ressources qu'on a pour entretenir les ressources. Là. OK. Et, je souligne le fait que vous êtes autonome aujourd'hui, tu l'as dit. Absolument, ouais. Je veux le répéter parce que ouais. c'est pas juste une job de consultant, ça. Ça peut se faire à l'interne, tout ce qu'on a décrit là, c'est réaliste. Bien entendu, vous avez utilisé nos services au début, mais aujourd'hui, Hutchinson n'appelle pas chez nous tous les jours pour savoir où ils s'en vont. Au contraire, ils savent très bien où ils s'en vont, ils savent mieux que n'importe qui, puis ils raffinent l'outil avec les années. Maintenant, Michel prépare ses budgets d'ingénierie en amont des projets, puis il est capable d'identifier les délais aux livraisons des projets. Mm-hmm. Sans nous. Maxime, pour quelqu'un qui souhaiterait faire affaire avec un expert comme Proxima, qui voudrait faire affaire avec vous là, parce qu'il sent le besoin de faire évoluer ses méthodologies en matière de gestion de projet, à quoi il peut s'attendre comme démarche? Quel genre de ressources il doit impliquer dans son projet d'implantation d'une nouvelle méthodologie et de nouveaux types de gestion de projet? Bien, quand on a présenté l'introduction, on vous a montré que l'équipe de Hutchinson connaissait ses processus. Ça, c'est la base même. Le planificateur, il arrive avec la capacité de traduire ces processus-là en échéancier, mais s'il faut qu'ils soient construits en amont, bien ça, ce n'est pas toujours dans nos corps. Alors, vaut mieux que l'entreprise, avant de se lancer dans un exercice comme celui qu'on vous a présenté aujourd'hui, connaisse bien les procédures, les processus, les étapes, chacun des points de mesure qu'il prend pour passer d'un concept à un produit fini. Sans ça, c'est difficile. Deuxième des choses, il faut que l'organisation le veuille. C'est un peu bizarre de dire ça, mais dans beaucoup d'entreprises, on arrive, puis c'est des gens, par exemple, un directeur à l'ingénierie qui vient nous dire « Moi, je ne suis plus capable de faire travailler mon monde en overtime, de vivre des aléas d'urgence du jour au lendemain, puis etc. » Mais le bon résultat, on va l'avoir si l'ingénierie est connectée aux achats, si les achats sont connectés à leurs fournisseurs, puis tous les silos sont un peu brisés. Donc, ça, c'est la deuxième des choses. Pas vrai qu'on peut implanter quelque chose comme ça sans impliquer l'ensemble de l'organisation et son management qui croit. Je donne souvent l'exemple que les ressources humaines doivent collaborer à ça. Michel, il l'a vu, il l'a vécu. Un jour, on a constaté qu'il nous manquait des ressources humaines. Si les gens des ressources humaines avaient dit non, non, moi, je ne fais pas d'embauche, je n'ai pas de besoin, bien, ça donnait quoi de faire ce plan-là? Il faut que toute l'équipe dise oh, ça, c'est vrai, c'est parlant, il y a un résultat ici qui est concret, et on va l'utiliser pour dicter un peu le travail qu'on fait aujourd'hui. Deux critères importants, connaître ses processus, puis l'implication de l'ensemble de l'organisation. Justement, j'ai Mathieu Odès qui vous tire son chapeau par rapport
par rapport à l'outil d'échéancier, il trouve que c'est vraiment important la communication bidirectionnelle pour bien comprendre les priorités puis impliquer les autres ressources comme les approvisionnements. Bien, c'est un peu ça. C'est que s'il n'y a pas d'huile entre chacun des points de friction, bien, ça chauffe. L'ingénierie travaille en fou pour produire des specs, mais les achats décident quand est-ce qu'ils envoient les specs sur le marché, ça ne marche pas de même. À l'opposé, les achats disent on n'a pas assez de specs, fait que grouillez-vous les ingénieurs, puis ils ne savent pas sur quoi se dépêcher, puis sur quoi faire leur travail. Alors, ça met de l'huile entre la paroi et le piston. Ça l'amène la dynamique, là, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, mais ça l'amène vraiment la dynamique où les gens adhèrent au plan. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est vraiment de dire écoute, j'ai un embûche, un fournisseur d'outillage qui a trop de travail chez lui, qui a scrappé un outil ou autre, puis on peut rejouer avec un scénario. Ça amène ça amène des vraies dates dans une cédule, ça amène les vraies embûches techniques d'ingénierie, de procurement, de fabrication, de staffing, etc. Ça nous permet de jouer les scénarios puis de comprendre où on va atterrir puis de voir l'impact sur le chemin critique. Puis, ben, je pense que vous le comprenez, mais le chemin critique évolue dans un projet en fonction de l'évolution du projet. Je n'ai pas fait le décompte dans ce projet-là, mais on a certainement eu une dizaine de chemins critiques différents pendant l'évolution du projet, là. Fait que c'est important de pouvoir réagir correctement et de comprendre lequel est moins risqué aussi pour les dates aux clients. Parfait. M. Odès souligne, moi j'appelle ça travailler intelligemment plutôt que travailler fort. Des fois, ça vaut la peine de travailler sur la bonne affaire plutôt que de travailler de nuit pour tout sortir. Là-dessus, on arrive dans les dernières minutes du webinaire. Ça tombe bien, je n'ai pas d'autres questions qui sont rentrées. J'aimerais rappeler à tout le monde qu'à la suite de nos webinaires, on envoie un sondage de satisfaction par rapport au webinaire. Donc, je vais vous inviter à les remplir prochainement. En même temps, si vous voulez souligner dans les commentaires que vous aimeriez avoir une attestation de formation, Maxime est disposé à vous envoyer une attestation. Je vous rappelle aussi qu'on a des événements à venir. On a le webinaire SolidWorks avec PBI qui s'en vient le 5 novembre, donc vendredi prochain. Le symposium canadien de la défense et sécurité le 18 novembre. Et puis le webinaire pour présenter l'outil de Terven le 26 novembre. Je vous invite à aller sur notre site Internet pour vous inscrire à ces événements-là. Là-dessus, Maxime, Michel, je vous remercie énormément de votre participation aujourd'hui. Je crois qu'il y a eu un vif intérêt là, de la part de tous les participants. Merci beaucoup. Alors, ceux qui veulent une attestation, là, je vois des gens qui nous demandent des attestations. Est-ce qu'ils peuvent avoir mon email directement, Pierre-Laurent? Oui, en fait, ce qu'on va demander de faire, c'est tout simplement de répondre au sondage puis de l'indiquer dedans. Il y a un champ commentaire, puis nous autres, on va pouvoir t'envoyer ça directement, Maxime, avec les adresses des gens. Je regrette, je ne peux pas donner de PDU au PMI, mais ceux qui sont membres, par exemple, de l'Ordre des ingénieurs, votre certification est très bonne, puis vous avez aujourd'hui 1 heure de formation créditable. Alors, merci beaucoup tout le monde. C'est ainsi que s'achève notre webinaire du jour. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.